Attention, maintenant, il est interdit de siffler. Il est interdit de crier. Il est interdit de taper dans les mains. Et surtout, il est interdit de siffler, de crier et de taper dans les mains en même temps. On va à l'école pour apprendre à lire, écrire, compter. Cela paraît être sa fonction unique. C'est d'ailleurs derrière elle que se retranche un bon nombre d'enseignants. Nous ne sommes pas des éducateurs. Notre rôle est uniquement d'enseigner. Toute évaluation, y compris les évaluations internationales comme PISA, n'évalue que cela. Toute satisfaction ou insatisfaction du système éducatif n'est exprimée que par rapport à cela, que l'on soit parents, enseignants, politiques. Certains lobbies préconisent même un retour à l'appellation ministère de l'instruction publique qui était utilisée jusqu'à 1932. Alors que l'école, depuis qu'elle est devenue obligatoire, occupe la majeure partie de l'espace-temps de la vie active des enfants et des adolescents jusqu'à l'âge adulte, il serait quelque peu curieux que l'on accepte que cet espace-temps soit un blanc, un non-lieu de vie sociale, quand ce n'est pas un non-lieu de vie tout court. Je dirais pour ma part qu'à l'inverse, la fonction principale de l'école est la poursuite de la socialisation de l'enfant. Elle n'est qu'un autre espace, elle ne devrait être qu'une autre entité sociale où se poursuit la construction de l'enfant en adulte parmi d'autres adultes. Les langages, parler, écrire, lire, mathématiser, scientifiser, n'ont pas d'autre fonction que de pouvoir être dans un monde social, de pouvoir y participer, y contribuer. Encore faut-il s'entendre sur ce que peut signifier socialisation. Attention, 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 attention. Attention. Afin d'éviter de vous affoler, veuillez respecter les règles principales de sécurité. Il est formellement interdit de sauter. Il est formellement interdit de... Reprenons la définition de Wikipédia. La socialisation est le processus au cours duquel un individu apprend et intériorise les normes et les valeurs tout au long de sa vie, dans la société à laquelle il appartient, et construit son entité sociale. Elle est le résultat à la fois d'une contrainte imposée par certains agents sociaux, mais aussi d'une interaction entre l'individu et son environnement. Si elle favorise la reproduction sociale, elle n'élimine pas pour autant les possibilités de changement social. C'est à peu près la définition de l'allonomie. En général, on ne retient que apprendre et intérioriser les normes et valeurs, ce qui rend la construction de l'identité sociale quelque peu contradictoire avec la construction de l'identité de la personne qui suppose, elle, l'autonomie. Chacun arrive à n'être plus qu'une identité sociale. Bon élève, élève en difficulté, cadre, employé, chômeur, SDF. Il faut noter que l'état de chômeur, en dehors de l'angoisse de la perte des moyens de survie, se caractérise aussi par la souffrance de la perte de toute identité. L'identité sociale s'est substituée à l'identité de la personne. Quant à la contrainte imposée par certains agents sociaux, elle laisse à penser que les règles qui en découlent ne tiennent qu'au pouvoir de quelques-uns, ce qui est d'ailleurs bien perçu ainsi, en particulier à l'école. Le changement social, s'il peut avoir lieu, ne pouvant alors résulter que d'une lutte contre un pouvoir. La socialisation, prise dans ce sens, n'aboutit qu'à la soumission ou à la révolte considérée alors comme rébellion.
Cette dernière n'est pourtant qu'une réaction de survie identitaire, soit individuelle, soit collective dans ce que l'on appelle les mouvements sociaux. La société devient hétéronome selon l'expression de Castoriadis, c'est-à-dire qu'elle devient incapable d'inventer une autre organisation sociale, de sortir d'une pensée unique et que tout se réduit à des luttes de pouvoir dans un ordre inchangé. L'utilisation abusive du X risque de rythmer votre corps. Dans de telles circonstances, nous serons dans l'obligation d'interrompre cette soirée. L'école traditionnelle est bien la clé de cette socialisation, qui pour moi est une asocialisation, même quand l'école n'arrive plus à la réaliser. La construction de l'enfant puis de l'adolescent en adulte autonome, dans des entités sociales également autonomes, cesse brutalement pendant la plage de temps quotidienne la plus importante de leur vie active. D'abord parce que l'école ne constitue pas une entité sociale autonome. L'autonomie d'une telle entité consisterait en sa capacité de s'auto-organiser, de créer et de faire évoluer ses propres règles et mécanismes de fonctionnement, permettant d'assurer et ses finalités, et la vie et le bien-être du collectif, et la vie et le bien-être de chacun dans ce collectif. C'est, nous l'avons vu, la caractéristique de tous les systèmes vivants. Les règles ne sont plus ce à quoi chacun doit se soumettre et apprendre, mais ce qu'il est nécessaire de créer pour rendre l'interdépendance, inéluctable dans chaque groupe social, favorable aux intérêts et aux faire de chacun. Étant entendu que les intérêts individuels ne peuvent se réaliser que dans l'intérêt collectif, dépendent de l'harmonie du collectif. Nous sommes loin de cela. Non seulement l'école traditionnelle ne constitue pas une entité sociale dans son sens de système vivant, mais elle fait tout pour ne pas l'être. D'abord en transformant les individus sujets en individus objets, les élèves. Le sujet étant évidemment l'être réel, doté de qualité et qui produit des actes et non pas celui qui doit se soumettre inconditionnellement à une autorité souveraine. D'emblée, on assigne une place à chacun de ces objets. On les classe, on les range, on les ordonne et on les fixe dans des agencements topographiques dont un des premiers soucis est d'empêcher les interrelations. L'immobilité est d'ailleurs la règle pendant le temps scolaire, et les déplacements, plutôt que soumis à des règles les permettant, le sont à des autorisations exceptionnelles, des contrôles et des sanctions en cas de digression. Même pour la satisfaction de besoins naturels comme celui d'aller uriner, l'ordre ne devant être troublé pour aucune raison, ce d'autant lorsque la raison peut être soupçonnée d'être un prétexte. Ce dernier exemple, loin d'être anodin, devrait poser quelques questions. Comment s'étonner et accuser les jeunes d'être irresponsables quand il leur a fallu pendant toute leur vie scolaire demander l'autorisation d'aller uriner avec le risque d'être sanctionnés quand ce besoin n'apparaissait pas au moment déterminé par l'institution. Il est formellement interdit de sauter. Il est formellement interdit de hurler. Il est formellement interdit de délirer avec son voisin. Il est formellement interdit de délirer avec son voisin. Il est formellement interdit de délirer avec son voisin. Et surtout, il est strictement interdit de sauter, de hurler et de délirer avec son voisin en même temps. Les relations qui sont à la base de toute socialisation sont réduites à la relation unique, descendante et non réciproque du maître placé face à un ensemble ordonné d'individus. C'est la situation d'intégration de l'assujettissement. Ensuite, parce que dans la conception de la transmission des savoirs par des maîtres, toutes les actions des enfants et adolescents leur sont dictées.
Ils n'ont aucune initiative possible dans les faire, donc in fine, aucune occasion de se heurter aux faire des autres, d'avoir à intégrer leurs faire dans un ensemble qui nécessite que se créent des règles pour que l'autonomie de chacun soit possible. D'ailleurs, l'essentiel des règles consiste en des interdits. Ce ne sont pas des règles qui permettent, mais des règles qui empêchent ou qui obligent. Or, une règle n'est acceptable que dans ce qu'elle rend possible. Je ne roule pas à droite pour éviter la suppression du permis de conduire, mais pour pouvoir me déplacer sur les routes employées aussi par d'autres. L'autorité consiste à maintenir et si possible à faire accepter une configuration sociale standardisée, un ordre préétabli que ceux qui doivent s'y conformer ne peuvent contester, voire questionner. Cet ordre ne tient pas compte d'eux. Les personnes sont effacées. Bien sûr, dans la conception des apprentissages et de la transmission des savoirs telle elle est encore communément admise, il ne peut en être autrement dans l'école traditionnelle. Elle est logiquement asocialisante. Cela ne tient pas à une volonté de ses acteurs, tout au moins pas seulement, mais à la conception sur laquelle l'école est fondée.